Bonsoir à tous pour cette conférence C'est Nature organisée par l'IRD et la province Sud en partenariat ce soir avec le CIRAD de CNRT, la province Nord, sur un sujet qui visiblement vous passionne tous puisque je vous vois bien nombreux, j'en suis ravie, et qui concerne les forêts. Donc le titre s'appelle « Si on écoutait la forêt ». Et l'orateur de ce soir, c'est Philippe Birbaum, donc écologue du CIRAD, accueilli à l'unité mixte de recherche arabe à l'IRD, avec des projets associés avec l'IAC. Donc voilà, j'ai institutionnellement respecté tout le protocole, je l'espère. Pour votre information, on essaye de faire une session de webinaire en même temps que cette conférence qui est en présentiel, parce qu'on a encore cette chance de ne pas avoir des problèmes de Covid ici. Donc, si vous nous voyez un peu nous dépatouiller entre la sono, je vous prie de bien vouloir avoir un peu de patience et de compréhension parce que je reçois beaucoup de demandes pour des personnes qui ne peuvent pas être, venir sur Montréal pour nos conférences, pour les avoir à distance. Et donc, on fait des tests. Donc, voilà. Et je passe la parole à Philippe. Merci Mina, merci tout le monde. Donc, je vais faire un test, a priori. Donc, oui, merci beaucoup d'être présent. Je ne pense pas que si j'avais fait cette conférence il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé la botanique, autant de monde dans l'assistance. C'était un peu un métier marginal. Aujourd'hui, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur et j'en suis ravi. Donc aujourd'hui, voilà, comme dit Amina, moi je suis chercheur en écologie forestière. Ça fait 30 ans que je travaille en forêt tropicale. Faire des conférences scientifiques, c'est assez habituel, on va dire, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais aujourd'hui, je me lance dans un nouveau bain, un peu mélange entre la science et le citoyen que je suis, pour essayer de voir quelle est notre approche et notre dialogue que l'on peut établir avec la nature. Et dans la nature, je prends comme exemple, parce que ça reste quand même mon domaine de compétence, les arbres et la forêt. Et en fait, discuter avec les arbres et la forêt, comprendre les arbres et la forêt, c'est assez compliqué, parce que c'est un subtil mélange entre savoir et croire. On a l'impression de savoir beaucoup de choses, et puis finalement, on s'en rend compte au fur et à mesure que la recherche avance, on ne connaît pas grand-chose. C'est une vision très différente. La forêt, elle est classée, la biologie est un continuum, on part du gène et on va jusqu'aux écosystèmes, il n'y a pas de limite, alors que l'humain, lui, il a toujours besoin d'avoir des classes. Classer, organiser, planifier, c'est la règle absolue de l'humain, que ce soit pour l'écologie, pour d'autres domaines. C'est aussi un tempo distinct qui est extrêmement compliqué parce que nous, on a des durées de vie qui s'allongent mais qui restent relativement restreintes. On va avoir un peu moins de 100 ans, tandis que les forêts vivent sur des millions d'années et les arbres sur des milliers d'années. Et donc, comprendre des phénomènes biologiques qui s'établissent sur des périodes de temps qui sont beaucoup plus longues que les nôtres, ça reste un challenge et c'est un petit peu autour de ça que je vais essayer d'organiser cette présentation autour de l'arbre, la nature, l'homme, l'humain plutôt, et le citoyen, scientifique. Pardon. Donc, tout d'abord, ça commence justement par un gros problème, c'est la définition. On pose toujours la question, quelle est la définition de la forêt? Et en fait, la forêt, c'est quelque chose, c'est un concept qui est universel. J'ai eu la chance d'être au Mali. Au Mali, même dans le Sahel, les gens parlent de forêt. On peut aller au Cameroun, au Gabon ou en Nouvelle-Calédonie, on parle de forêt. On peut aller en métropole, on parle de forêt, mais en réalité, quand on essaye de les comparer, ça n'a rien à voir avec nos classifications. Et notre problème, il est bien là, c'est que déjà, la forêt, c'est un concept universel qui ne repose sur quasiment aucune définition universelle, sauf celle que la FAO a essayé de sortir et qui finalement n'intéresse pratiquement personne, parce que là-dedans, on peut prendre n'importe quelle plantation d'arbres, n'importe quelle plantation, ou même que vous faites dans votre jardin, ça devient très rapidement une forêt, parce qu'il suffit d'avoir un petit couvert forestier avec des petits arbres de 5 mètres, et très vite, avec 10% de recouvrement, donc ça veut dire que même une savane à Nairobi, c'est une forêt. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Une plantation, c'est une forêt, donc c'est très compliqué. Une autre définition, celle de l'arbre. Pareil, l'arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier, appelé aussi la couronne. Alors là, savoir faire une définition aussi compliquée pour un objet aussi simple, c'est vraiment un casse-tête, parce que pour nous, on ne peut pas trouver justement quelle est la limite entre un arbre et un non-arbre. Alors, pour certains, un baobab, ce n'est pas un arbre. Pour certains, un pandanus du bord de mer, ici, ce n'est pas un arbre. Pour certains, un baobab du chacal qui vit dans le désert, ce n'est pas un arbre.
Et si je vous montre la définition scientifique, j'ai même pas quasiment osé vous la montrer, elle est juste là, l'arbre est empiriquement défini comme une plante dressée atteignant 10 cm de diamètre, 10 cm de DBH. DBH, c'est pour dire en anglais que c'est la hauteur de poitrine. Vous voulez voir, vous voyez le niveau de la science, c'est-à-dire qu'on mesure un arbre à hauteur de poitrine, s'il fait 10 cm de diamètre, on considère que c'est un arbre, s'il fait moins de 10 cm, on considère que ce n'est pas un arbre. Pour vous dire que cette définition nous apporte certaines complexités quand on veut essayer de discuter, notamment quand on veut faire un dialogue entre science et citoyens. C'est extrêmement compliqué parce que le citoyen a des questions extrêmement claires, précises. Qu'est-ce qu'un arbre, une forêt? Comment définit-on une forêt sèche, une forêt menacée? Quelles sont les limites de la forêt? Où se trouvent les limites de la forêt sèche, de la forêt humide? Quelle forêt doit-on protéger? Quelle est celle qui est patrimoniale que l'on doit mettre dans le code de l'environnement de la province sud et de la province nord? Quand on demande à nous, scientifiques, d'aller sur le terrain, de nous demander où est la limite entre ces deux mondes-là, c'est juste impossible. Et donc, du coup, la science, elle n'a quasiment pas de réponse à donner à ces questions, simplement parce qu'elle a peu accès au fonctionnement des arbres et de la dynamique des forêts, simplement parce que c'est des cycles qui sont beaucoup trop longs par rapport à notre vision du monde. Et donc, on ne peut faire que des vagues probabilités pour essayer de trouver des vagues schémas que l'on ne pourra jamais vérifier. Donc, moi, je peux donner ce qui va se passer dans 1000 ans sans aucun problème. Je pourrais le sortir aujourd'hui, mais je ne pourrais jamais le vérifier. Et donc, en plus de ça, évidemment, comme toute science, c'est évidemment jonché de plein d'inconnus. Donc, on peut compter des arbres, ça c'est une mesure assez facile, mais voir l'histoire d'un arbre, sa vie, son histoire depuis qu'il est né, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. On ne peut que interpréter avec nos petites connaissances et puis notre maître de couturier ou quelques GPS ou ordinateurs. Ce que l'on peut savoir au départ, en tout cas, c'est que la forêt, elle est apparue sur Terre assez rapidement, à partir de dans l'ère du Dévonien, donc il y a à peu près 400 millions d'années, entre 350 et 420 millions d'années, à peu près au même temps que les plantes sont sorties de l'espace marin pour coloniser la Terre. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le passage d'une zone où certaines plantes sont arrivées sur Terre à une zone où la forêt a commencé à bien coloniser la Terre, c'est relativement rapide, puisqu'on s'en compte en 30 millions d'années. Donc même si ça paraît énorme par rapport à notre cycle de vie, par rapport au cycle de vie de la Terre, de la biologie, c'est quand même assez rapide. Et en fait, on estime que la forme arborescente, ça c'est le dessin du premier arbre, en fait c'est plutôt l'arbre le plus ancien pour lequel on a trouvé des restes fossiles, l'Archéoptéris, et on estime que cet arbre-là, en fait, il est né tout simplement d'une compétition vis-à-vis de la lumière. C'est-à-dire que quand les plantes sont arrivées sur Terre, au début, il y avait beaucoup de place, chacun a trouvé sa place, chacun s'est installé. Et puis au fur et à mesure, finalement, il y a eu tellement de plantes qui se sont installées, la Terre a tellement été colonisée que tout d'un coup, il y avait une compétition simple qui s'est établie entre toutes les plantes pour aller chercher la lumière. Et donc finalement, les plantes se sont organisées pour grimper, pour être plus fortes que sa voisine, pour monter plus haut, et ainsi de suite. Et finalement, la forme arborescente est une évolution qui est liée à des conditions de l'environnement. Ce n'est pas juste une évolution de la croissance, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Derrière cette évolution qui paraît simple de grimper en hauteur, il y a des vraies évolutions morphologiques, anatomiques, la biomécanique, c'est-à-dire résister à la pression du vent, à la pluie, au poids de la pluie, et tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées, que nous-mêmes, dans nos technologies les plus sophistiquées, on a du mal à reproduire sur des arbres qui sont très grands. La physiologie, parce que comment arriver à faire monter l'eau à travers un tuyau jusqu'à 40, 50, 75, voire 120 mètres de haut pour les plus grands arbres, c'est quelque chose qui est vraiment lié à une complexité de la machine. Et donc, du coup, c'est une évolution qui a été quand même très rapide pour arriver à faire des choses qui sont très différentes des plantes herbacées. Cette végétation, elle n'est pas parce qu'elle a colonisé la Terre qu'elle a gagné et que c'est terminé et qu'elle ne bougera plus jamais. Quand on regarde à des époques beaucoup plus récentes, c'est-à-dire sur 20 000 ans, ce n'est pas énorme, on regarde le continent africain parce qu'il est extrêmement documenté. Il y a beaucoup de données sur les pollens notamment ou sur les fossiles qui nous permettent de reconstruire un peu les végétations. On voit que la forêt, qui est ici illustrée en petites taches vertes, elle a beaucoup changé au cours du temps, entre 22 000 ans et la végétation actuelle. On voit que ça a énormément évolué. Et en simplement 10 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire il y a 22 000 ans, c'était la période par rapport à aujourd'hui où la température était vraiment la plus fraîche, donc la plus stressante pour les forêts tropicales, les forêts humides, et la période que l'on appelle l'optimum climatique était il y a à peu près 10 000 ans, c'est au contraire la période la plus humide et la plus favorable pour la croissance de la forêt. On voit qu'entre ces deux espaces, il y a 10 000 ans, et regardez l'évolution de la forêt, elle est passée de petits fragments vraiment morcelés, isolés les uns des autres, à une énorme masse forestière qui est recolonisée. Donc il faut bien voir que cette forêt, c'est quelque chose qui avance et qui recule en fonction de l'environnement. Là, l'homme n'était pas vraiment encore acteur
réchauffement de la planète qui fait, ou le refroidissement de la planète qui fait que cette forêt grandit ou rétrécit, elle s'adapte, elle est plastique et elle va évoluer en fonction des conditions de l'environnement. Aujourd'hui, on est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà une carte qui représente la densité du nombre d'arbres sur Terre que vous avez trouvé. Il y a des endroits tout simplement où l'arbre est interdit parce que les conditions de température et d'humidité ne sont pas favorables à la croissance des arbres. Donc, il n'y a pas question de mettre des arbres à cet endroit-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant ou qu'il n'y en aura pas demain. On sait qu'au Sahara, il y a eu beaucoup, dans le Sahara, on trouve beaucoup de fossiles et de pollen d'arbres. Donc, il y a eu une période de ce Sahara qui était extrêmement humide, donc dans lequel les arbres ont poussé, maintenant ils ont disparu. Donc, cet état-là, que l'on voit comme quelque chose de figé, aujourd'hui, ça c'est notre vision du monde, il faut bien se garder dans l'esprit que c'est quelque chose qui est juste un instantané sur un continuum d'une histoire qui date depuis 300 millions d'années, dans lequel nous essayons de trouver un fonctionnement avec notre petit siècle de vie, de durée de vie. Donc, c'est tout pour exprimer toute la complexité. La forêt et l'arbre, en fait, c'est une structure de végétation qui est adaptée au climat. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une excentricité de la nature, c'est simplement une manière, une construction qui se fait en fonction du climat. On le voit, comme je vous disais, j'ai eu la chance de vivre ma vie et donc de travailler beaucoup dans les zones sahéliennes. Et là, je vous présente simplement une évolution de paysage depuis les zones les plus sèches qu'on trouve ici où l'arbre est interdit, jusqu'aux zones les plus humides du sud du Mali, à 1200 mm de pluviométrie, où là, finalement, l'arbre est pas simplement autorisé, il est quasiment obligatoire. Et donc, l'arbre, vous voyez que finalement, on passe d'une structure comme ça, où d'abord, on a une densification dans l'espace en 2 dimensions. On a de plus en plus de plantes qui s'associent, les unes à côté des autres. Et puis, à un moment donné, on commence à rentrer dans un espace où la 3 dimensions est obligatoire. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus juste à se juxtaposer les plantes comme on pourrait mettre dans un jardin, par exemple. Mais tout d'un coup, il y a une organisation dans le plan vertical avec des arbres qui vont grimper en haut de la canopée, des arbres qui vont être du sous-bois, des herbacées, des lianes. Et c'est une manière, la forêt, c'est un volume en 3 dimensions qui optimise sur une surface donnée la quantité d'espèces et de matières que l'on peut mettre. La nature n'a pas trouvé mieux en termes de végétal que cette capacité à construire une forme en 3 dimensions pour y intégrer tout un mode de vie. Donc la structure, c'est juste un ajustement. On passe de ces zones à 2 dimensions en zone à 3 dimensions. Et ça, cet ajustement qui est dans le temps, dans l'espace, c'est un ajustement qui est dans le temps. Quand vous arrivez, par exemple, sur une zone qui a été, là par exemple, c'est un exemple sur lequel il y a eu un feu, on a donc éradiqué toute la végétation. On ne repart jamais, la végétation ne repart jamais sur ces zones nues en partant directement par des arbres et construire une structure comme ça. Il faut d'abord passer par cette succession qui est obligatoire. Et évidemment, ici, c'est des successions qui sont très longues, parce que si on est comme par exemple, ici, on le voit bien en Calédonie, sur les substrats miniers qui ont été grattés jusqu'à la roche, on est à un niveau antérieur à ça. Donc avant d'arriver à ça, à ce stade-là, on estime qu'il faut entre 3 et 4 000 ans pour que finalement on commence à avoir des lichens qui viennent de s'installer et que la végétation puisse regagner pour arriver à reconstruire son format. Et ce schéma-là, il est inexorable. C'est juste une question de temps. Le temps dépend de cette capacité, justement, la capacité d'immigration, c'est-à-dire combien de plantes, combien de nouveaux individus peuvent venir sur le nouveau territoire, et puis aussi, quelles sont les ressources disponibles sur ce territoire. Comme je vous disais, sur un substrat qui est stérile, comme un substrat gratté jusqu'à la roche minier, il n'y a pas de, le territoire, il n'accepte pas facilement que les plantes viennent s'installer. Il va falloir du temps pour que les plantes puissent mettre de la matière organique, pour que progressivement, elles préparent le terrain, le terreau, pour favoriser les générations futures et que la plante puisse s'installer. Alors, on a des exemples comme ça qui sont extrêmement chouettes, illustrés. C'est qu'en 1883, j'étais pas né, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ici, il y a eu une éruption volcanique monstrueuse en Indonésie, sur le Krakatau, entre l'île de Java et l'île de Sumatra, qui a fait 36 000 morts, avec une vague de plusieurs dizaines de kilomètres, et qui a éradiqué une grosse partie du volcan Anak Krakatau. Anak veut dire le père Krakatau. Et donc, ce volcan a disparu. Cette partie-là a été effondrée dans l'eau, et finalement, il restait un simple cône, complètement dénué de toute trace de vie. Il n'y avait plus rien, plus d'insectes, plus de plantes, plus rien du tout. Et finalement, il y avait quand même un substrat fertile, puisque finalement, c'était quand même une éruption volcanique, et donc on n'était pas dans un système où le sol avait été gratté jusqu'à la roche. Au contraire, on était un système qui était enrichi. En fait, on voit très vite que les sources étaient proches, donc d'autres îles étaient à côté, un substrat fertile. Du coup, l'immigration est très facile. Et en 100 ans, donc de 83 à 93, on se retrouve avec 1200
200 espèces animales et végétales qui ont colonisé cette île. Ça continue, le processus est en cours. En 83, il y avait déjà de la forêt. Le plus gros arbre faisait 1,50 m de diamètre. C'est-à-dire que vraiment, les plantes se sont installées en 100 ans, elles ont vraiment pris en place. Et c'est inexorable, elles ont colonisé l'intégralité du cône. Et évidemment, cette colonisation, elle est liée aussi à l'extinction. C'est-à-dire quand il y a des plantes qui arrivent, elles ne réussissent pas toutes sur le territoire, il y en a plein qui vont disparaître. Et c'est à force de chaque année envoyer des graines et des graines et des graines et des graines que finalement cette masse végétale s'installe. Mais ce phénomène, il n'est absolument pas contrôlable. C'est quelque chose qui provient de n'importe où. Les graines, elles proviennent d'à côté, mais elles proviennent aussi de très longues distances. C'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne suis pas géologue. J'ai beaucoup contacté des géologues, mes collègues géologues pour vous allez m'expliquer. Donc, en gros, la Calédonie, elle a subi 3 grandes phases pour sa création de l'île dans laquelle on est aujourd'hui. Tout d'abord, au départ, c'était un morceau du Gondwana, avant même que l'on puisse identifier l'Australie. C'était un morceau qui appartenait au Gondwana. Et qui s'est décroché, il y a 80 millions d'années à peu près, qui s'est décroché de ce grand continent Gondwana et qui a dérivé vers l'est pour partir dans le Pacifique, donc avec sa flore, avec ses animaux, avec toutes ces portions de végétaux et d'animaux qui étaient sur ce caillou. Elle a dérivé vers l'est de l'Australie. Et puis tout d'un coup, avec les dérives des continents, il y a des plaques qui vont s'enfoncer les unes derrière les autres. Il y a toute la Calédonie qui est partie sous l'eau. Elle a été immergée, mangée carrément par la plaque du Pacifique. Elle a été jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres au fond de l'eau. Si bien que cette phase, c'est une mort complète de ce qu'on appelle la biocénose, pour dire simplement que c'est une mort de la vie. Il n'y a plus une seule trace de vie sur ce caillou à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. La Calédonie est partie sous la croûte océanique et elle est remontée. Quelques temps après, autour de, on estime entre 37 et 50 millions d'années par rapport à maintenant, elle est remontée en portant sur elle un petit chapeau violet qui était les substrats ultramafiques. Elle est arrivée avec ces substrats qu'on ne trouve qu'en profondeur, avec des profondeurs extrêmes. Et puis finalement, après avec l'érosion, ce substrat ultramafique, on a laissé quelques petites parties dans le sud, quelques petites parties sur les montagnes du nord, tel que le schéma que l'on a actuel. Mais évidemment, à partir du moment où la Calédonie elle a mis la tête hors de l'eau, elle s'est retrouvée confrontée à une pluie de graines. Et finalement, la colonisation de cette terre, elle a été faite par des migrants, vraiment une phase complète de grands candidats à l'immigration qui finalement colonisent perpétuellement la Terre. Il faut savoir qu'on a trouvé des graines dans les stations spatiales, dans la stratosphère. Il y a des spores de fougères qui font le tour de la Terre plusieurs fois avant de tomber sur la Terre. Donc finalement, c'est bien beau de contrôler les plantes aux frontières, mais il faut aussi les contrôler quand elles arrivent à partir de la stratosphère, parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est une machine à produire des graines. Elle n'en a pas fait qu'il y a 37 millions d'années quand la Terre a émergé. Ça continue aujourd'hui. Et depuis toujours, il y a des pluies de graines qui tombent perpétuellement sur la planète, ce qui fait que dès qu'il y a un petit morceau qui est émigré, ne vous inquiétez pas, la végétation, d'une manière ou d'une autre, elle arrivera. Ce n'est pas une question de, c'est pas un problème de distance, c'est pas un problème, c'est juste un problème de temps. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, avec notre petit œil de botaniste qui veut essayer de faire des classifications, on voit que la flore de Nouvelle-Calédonie est très liée à la flore d'Australie, d'Asie, d'Indomalaisie, de Nouvelle-Guinée. Elle a une forte affinité, mais on voit aussi qu'elle vient du Nord-Pacifique, de Polynésie, d'Amérique du Sud, l'ensemble du monde s'est trouvé un nouveau terrain de jeu et s'est dit je vais envoyer mes espèces là-bas. Donc on a eu toute une bande d'espèces par tous les moyens qui sont arrivés, par l'air, la mer, l'espace, des radeaux, des oiseaux, tout ce que vous voulez qui sont arrivés. Et puis finalement, la colonisation, comme je vous le disais, c'est qu'une histoire de temps. Vous mettez le curseur, c'est improbable. Comme moi je dis toujours aux étudiants, c'est improbable qu'une graine vienne d'Australie et qu'arrive en Calédonie. Mais si vous multipliez le compteur chaque année, de millions de graines chaque année qui sont envoyées, et vous mettez ça sur des millions d'années, ce improbable ne devient plus impossible. Cette probabilité, elle se transforme en quelque chose de possible. Et finalement, la végétation, elle fonctionne sur ce temps long. Elle ne fonctionne pas du tout sur la colonisation instantanée et nos visions à court terme. Donc, cette notion de colonisation, ce n'est pas une distance de 2000 km qui fait peur à la forêt, ce n'est pas une distance, c'est pas un manque de volonté, c'est juste une manière d'envoyer en permanence des quantités de graines partout sur la planète, de manière à ce que de toute façon, tous les petits morceaux de terre qui sont nus seront colonisés. Vous le connaissez tous dans votre jardin. Si vous faites du jardin, il va falloir entretenir votre jardin en permanence, parce que sinon, on dit toujours, au bout d'un mois, on est parti de mon jardin, c'est devenu la jungle. Oui, c'est devenu la jungle parce que la végétation, elle a repris ses droits là-dessus, et puis à un moment donné, notre beau jardin taillé, qui finalement est une aberration de la nature,
se transforme en un milieu tout à fait naturel. Donc, vous connaissez que le temps aussi a modelé cette flore en Nouvelle-Calédonie. On est tous au courant qu'on a des flores extraordinaires, incroyables, des disharmonies. Je ne vais pas entrer dans ces termes-là, mais c'est simplement pour dire que notre flore, elle est très différente de toutes les flores qu'il y a dans la sous-région, que nous avons beaucoup de conifères, que nous avons des plantes anciennes en pagaille, que nous avons la seule gymnosperme qui est parasite de notre gymnosperme au monde, que on a la plus grande fougère arborescente du monde, quand on a des plus, des moins, le sol, tout ce que vous voulez, on est les meilleurs. We are the best, il n'y a aucun problème. On a 75% d'endémisme. Moi, à chaque fois que je vais faire une conférence dans le monde entier, je montre qu'à 75% d'endémisme, les gens déposent des armes parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont avec leurs 5, 10, 20. Et c'est rien, c'est ridicule. Quand je leur dis que nous, on en a 2555, même pas, ils me croient. Donc, on est les meilleurs. Est-ce que c'est pour ça que ça nous fait un spot de biodiversité? Pas encore. On va attendre un petit peu, j'en parlerai un peu plus tard. Mais non, ce n'est pas parce qu'on a 75% d'endémisme qu'on est un hotspot de biodiversité. Ce n'est pas parce qu'on a 3500 espèces de plantes sur un petit caillou qu'on est un hotspot de biodiversité. Alors, cette végétation, elle n'a pas été que modelée en termes d'espèces, c'est aussi, elle est arrivée sur un caillou qui était rempli de substrats ultramafiques, donc qui est quand même considéré à la fois comme un peu toxique, rempli de fer, de cobalt, et c'est un substrat qui a du mal à retenir l'eau. Ce n'est pas un substrat qu'on considère comme très favorable pour l'installation de la végétation. Pourtant, la végétation s'est quand même installée. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cette flore ultramafique, donc pour ceux qui ne savent pas, l'ultramafique, c'est simplement les secteurs miniers. Ces secteurs miniers, les flores qui vivent sur ces secteurs miniers sont très différentes de la flore qui vit en dehors de ces secteurs miniers. On estime qu'en Calédonie, il y a à peu près un tiers de la flore qui ne vit que sur ces secteurs miniers, tandis qu'un tiers vit absolument pas sur ces secteurs miniers, au contraire, et un tiers partage sa vie sur l'un ou sur l'autre, n'a pas trop de préférence sur le substrat. Et malgré le fait qu'on a finalement des flores très différentes, ben finalement, on s'aperçoit qu'on n'a qu'une seule forêt. Une seule forêt, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas être distinguer, à part en parlant des composants, mais si on parle de la richesse, c'est-à-dire combien on a d'arbres à l'hectare, ça c'est la densité, combien on a d'espèces à l'hectare, quelle est l'auteur de la forêt moyenne et tout, on ne voit pas de différence entre la forêt qui vit sur ultramafique et la forêt qui vit sur non-ultramafique. À croire que les espèces ne sont pas prises en compte dans nos calculs, mais pourtant on mesure chaque individu. Et en fait, cette forêt, parce que j'aime bien parler d'une seule forêt en Calédonie et non pas des forêts, une seule forêt. Cette forêt, finalement, elle évolue. Elle évolue, elle, parce que quand elle est arrivée sur la Calédonie, elle n'a pas trouvé une terre plate avec le même climat partout, elle a trouvé une montagne avec des zones arides sur la côte ouest, des zones humides sur la côte est, un relief important, des cyclones très fréquents. Et en fait, finalement, cette forêt, elle s'adapte, qu'elle soit sur substrat ultramafique ou pas ultramafique, qu'elle soit des espèces bleues ou des vertes, des jaunes ou des roses avec des paillettes dans les cheveux, peu importe, elle répond à la même chose, c'est-à-dire que les cyclones vont faire augmenter la densité de nos forêts. Donc, il va y avoir plus de tiges sur un hectare, plus d'arbres qui vont venir. La hauteur va diminuer, parce qu'évidemment, ils vont se rapprocher du sol parce qu'il y a un peu peur de cyclones. Et puis, l'altitude, c'est à peu près les mêmes schémas. Donc, l'altitude, plus on va monter en altitude, plus on va se retrouver en haut du montagne, plus la richesse va diminuer, et plus la densité, le nombre d'individus va augmenter, et plus la forêt va descendre en altitude, en hauteur, pardon. Si vous avez l'occasion d'aller en haut du montagne, vous verrez qu'en arbre, il n'y a plus quasiment qu'une seule espèce, et sinon, on se retrouve finalement à la fin avec beaucoup de buissons. C'est très riche aussi, c'est très diversifié, mais l'environnement agit sur la forêt, mais d'une certaine manière, indépendamment de sa flore. Et si on processe un peu plus loin, en fait, là, je vous fais les comparaisons de ce que l'on peut être une forêt en Guyane, et ici, à côté, une forêt calédonienne. On voit bien qu'elles sont très différentes. Donc là, en Guyane, on a des grands arbres qui font 30 mètres en moyenne. En Calédonie, on a plutôt des arbres qui font de l'ordre de 15 mètres en moyenne, donc beaucoup plus bas. Sauf que la densité, c'est-à-dire le nombre d'arbres qu'on met sur un hectare, ici, c'est 1000 arbres, tandis qu'en Guyane, on en met 400. Donc beaucoup moins. Les arbres sont plus gros, mais on en met beaucoup moins. Et la hauteur, elle est évidemment plus faible, 15 mètres, l'auteur 30 mètres. Mais tout ça n'influe pas du tout sur la biomasse. C'est-à-dire, la biomasse, c'est le nombre la quantité de tonnes de matière végétale que l'on peut mettre sur un hectare. Et finalement, la forêt de Calédonie, elle est exactement pareille que la forêt du Brésil, du Pérou, de Malaisie. Elle se situe exactement dans la même gamme. Elle est dans le gamme de biome tropical. La Nouvelle-Calédonie est une île tropicale. Le biome tropical aujourd'hui dicte une quantité maximum de matière que l'on peut mettre à l'hectare. Après, quelque part, à chacun de faire sa sauce. On peut avoir des grandes forêts, des petites forêts, des forêts denses, des forêts pas denses, des forêts avec des espèces endémiques ou des forêts avec des espèces indigènes, peu importe, finalement,
le maximum de ce qu'on appelle la productivité qui est possible sur un hectare de forêt va être fixé par le bio. Et ce n'est pas nous, en Calédonie, qui allons décider si la forêt va s'installer, si elle va être grande, petite, dense ou pas dense. C'est finalement un environnement qui ne dépend même pas de notre environnement local, donc même pas de notre substrat, même pas de notre altitude, quasiment ou très peu, une petite fluctuation. C'est quelque chose qui dépend de la rotation de la Terre. On pourra revenir, je fais des cours avec les étudiants là-dessus, sur la position de la Terre, la relation avec le Soleil. C'est quelque chose qui est extrêmement bien connu. Alors, en Calédonie comme en Afrique, les choses ont changé. Évidemment, la forêt, elle n'est pas arrivée, puis terminée, on ne bouge plus, et tout, depuis longtemps. Alors, là, je vous ai fait une petite chronique, mais c'est beaucoup moins documenté qu'en Afrique. Une chronique sur l'évolution des climats, et ce que l'on voit, c'est qu'on a des températures qui montent, des pluies qui diminuent, des milieux secs, des périodes humides. On voit qu'on a des cyclones qui apparaissent à peu près il y a 11 000 ans. On voit qu'il y a des feux qui apparaissent à peu près il y a 6 200 ans, avant l'arrivée de l'homme, en tout cas supposé. L'homme, évidemment, est arrivé il y a 3 000 ans, et tous ces éléments-là ont modé la forêt, et finalement, la forêt, elle bascule de maquis en forêt, de maquis en forêt. Donc, elle se contracte, elle se dilate, elle se contracte, elle se dilate. Des fois, elle est abondante, des fois, elle ne l'est pas. Là, on voit ici les deux refuges qui ont été identifiés, notamment pour les palmiers et pour ces plantes anciennes. Là, on s'aperçoit que pendant la période du Quaternaire, c'est-à-dire cette période il y a 20 000 ans, où la Calédonie était à la moins favorable à l'installation de la forêt, toutes les plantes qui étaient très inféodées au milieu humide ont été obligées de se réfugier dans des petits coins liés avec là où il y avait un petit microclimat plus humide pour survivre. Il y en a des milliers qui ont disparu, d'espèces qui sont mortes parce que le milieu n'était pas adapté. Il y en a quelques-unes qui ont survécu dans différents coins comme ça, et qui maintenant, dans des conditions un peu plus humides, sont capables de s'étendre un peu plus. Ce qui veut dire que les espèces, la rareté des espèces, ou le côté commun des espèces, c'est plutôt, encore une fois, une histoire d'instantané. Une espèce rare aujourd'hui, par exemple ce carré rouge dans une forêt, c'est probablement une espèce qui est extrêmement commune, peut-être il y a 10 000 ans, et qui sera peut-être extrêmement commune dans 10 000 ans. Donc la rareté et l'abondance d'une espèce, c'est aussi une manière de la forêt de fluctuer et de s'adapter à cet environnement. Quand l'environnement devient un peu plus sec, elle va mettre plus de composants qui réagissent à l'humidité, tandis que quand elle est beaucoup plus sèche, elle va mettre plus de composants qui sont tolérants à l'aridité, donc les espèces deviennent rares ou abondantes, indépendamment de leur volonté personnelle, si elles en ont une. Alors globalement, si je fais un espèce de résumé là-dessus, la forêt, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement malléable. Elle progresse, elle régresse, elle change. La biomasse est fixée par le biome. L'environnement varie au cours du temps, en fonction de la rotation de la Terre, en fonction des événements climatiques. Le volume s'ajuste en fonction de l'environnement, aussi bien en 3 dimensions, donc aussi bien dans le plan horizontal que dans le plan vertical. La densité de l'arbre est liée à la hauteur, la richesse est liée à la densité. Enfin, on peut faire beaucoup de relations comme ça. Les espèces sont à la fois rares et abondantes en fonction de leur période de l'histoire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, à l'heure actuelle, avec la position de la Terre et la position du climat, la forêt est un écosystème obligatoire, que l'homme le veuille ou pas, la forêt s'installe, et il faut faire attention, parce que dès que vous retournez la tête, elle s'installe derrière vous, et vous avez beau être avec votre binette, derrière, ça repousse. Alors, cette logique-là, elle s'applique à l'échelle mondiale. Donc, à l'échelle mondiale, on voit que la forêt progresse et la forêt régresse. Aujourd'hui, toujours, c'est assez étonnant, mais tous les pays tempérés montrent une progression de la forêt. Avec là où la forêt progresse le plus, c'est en Chine. La métropole, c'est le 10e pays au monde où la forêt progresse le plus. Elle ne progresse pas parce que les gens plantent, elle progresse parce que les zones sont abandonnées, parce que les gens, c'est lié à l'exode rural, les gens vont vivre dans les villes, donc tous les pâturages, toutes les zones de villes, les anciens villages, tout ça sont recolonisés par la forêt, et donc la forêt gagne la vie. Pendant ce temps-là, dans la partie sud, l'homme agit pour bien détruire cette forêt, donc c'est une espèce de combat entre ce qu'elle gagne et ce qu'elle perd. Et évidemment, vous savez tous aujourd'hui que la forêt, elle perd beaucoup plus qu'elle ne gagne. En Amazonie, on perd à peu près 4,2 millions d'hectares chaque année, tandis qu'en Chine, on gagne 1,5 million d'hectares chaque année. Et donc, on a un décalage, sachant qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes forêts, ce n'est pas les mêmes composantes, ce n'est pas les mêmes rôles. Mais en gros, cette forêt, c'est quelque chose pour vous montrer que c'est perpétuellement en mouvement. Alors, quelque part en Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous prenez une image comme ça, là où il n'y a pas d'habitation, vous prenez un endroit en 1976, vous voyez que c'est tout défriché, vous regardez en 2012, la végétation a largement repris sa place, et donc elle recolonise spontanément. En métropole, comme je vous le disais, c'est le plus haut taux de reforestation, enfin le 10e plus haut taux de reforestation dans le monde, et donc la quantité de forêt croît de manière continue depuis 30 ans, et donc vous voyez qu'entre des échelles de temps de 30-36 ans, on
on a visiblement très marqué des reprises de la forêt. Alors, évidemment, cette installation de la forêt, elle dépend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du milieu. Est-ce que le milieu est favorable à l'installation de la forêt? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre végétation. Donc là, on voit le parc des Cévennes. Jusque dans les années 50, le parc des Cévennes était soumis en France énormément à des passages de feu. Finalement, ce feu, c'était simplement un élément de l'environnement qui vient modeler la végétation. La forêt n'est pas permise quand il y a le feu. On se retrouve dans un parc national qui est découvert d'herbacées. Et puis à partir du moment où on a arrêté le feu, on a interdit le feu, donc dans les années 50, à ce moment-là, la forêt a pris son petit chemin et elle a repris le retour du parc des Cévennes, elle s'est réinstallée, puis progressivement, voilà, la forêt regagne. Et finalement, on est passé, comme tout à l'heure, d'un milieu où l'arbre est interdit à un milieu où l'arbre est obligatoire. Et si jamais on veut s'en séparer, il va falloir lutter. L'arbre, c'est quelque chose qui est assez résistant. Il faut lutter pour empêcher cette forêt de regagner. Donc on voit bien que ici, avec le temps, de la même manière, on passe d'un système herbacé dans lequel l'arbre est interdit à un système où l'arbre est obligatoire, dans lequel l'herbacé va avoir plus de mal à trouver sa place parce que, évidemment, c'est une petite plante, elle va se retrouver au fin fond du sous-bois et il faut qu'elle soit très résistante à l'ombre. Alors là, quelques lieux insolites que vous connaissez sûrement peut-être, mais par exemple Tchernobyl, en 34 ans, ben voilà, c'était Tchernobyl avant la catastrophe nucléaire, voilà ce qu'est Tchernobyl aujourd'hui. 34 ans après, la forêt regagne. Un joli bateau à Sydney qui a été colonisé par un arbre qui s'est complètement bien installé, qui devient maintenant vraiment une zone de visite qui est très jolie. Et puis plus surprenant, au Guatemala, cette fameuse forêt vierge amazonienne que l'homme n'a jamais été dedans, n'a jamais touché, on l'appelle la forêt vierge. Finalement, en passant un lidar dessus, c'est-à-dire un scanner en 3D qui permet de traverser la forêt, d'aller mesurer la structure du sous-sol, on s'aperçoit dedans qu'on a trouvé 6000 temples mayas récemment et que c'était complètement recouvert de la forêt, c'est-à-dire qu'en 2000 ans, la forêt elle a effacé toute trace de l'activité humaine de ces 6000 temples qui étaient installés. Donc c'est pour vous dire que c'est qu'une question de temps. La forêt, elle prend sa place, c'est inexorable et il faut toujours être là pour lutter absolument pour que cette forêt ne revienne pas. Pendant ce temps-là, l'humain gère la forêt. Donc l'humain, lui, il plante, il protège, il compense, il contrôle, il nettoie, il restaure, il coupe. Donc il gère toutes ces phases de la forêt. Il est persuadé en tout cas de les gérer. Et donc lui, il a ce contrôle absolu sur la nature, comme disait Descartes un peu, ainsi nous rendre comme des maîtres et possesseurs de la nature, cette espèce de notion où de toute façon, la forêt, vous le connaissez tous, c'est la jungle. On parle bien de cette notion de l'enfer vert, de tout ce système désorganisé. Dès qu'un système politique commence à bugger, on appelle ça la jungle, ça devient la jungle politique, la jungle urbaine, et c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, ne convient pas. C'est-à-dire la jungle, c'est quelque chose de désorganisé qui ne fonctionne pas. Et donc, heureusement que l'homme est là, parce que l'homme, il va pouvoir faire toutes ces choses-là. Pendant ce temps-là, la forêt pousse. Et donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors, l'homme, il est bon très carré, hein. Donc, il identifie les plantes, il va définir celles qui sont indigènes, rares, envahissantes, utiles, endémiques, exotiques. Il va dire, bon, ben voilà, les rares, il faut les conserver, parce qu'elles sont rares. Les très rares, il faut même les replanter, parce qu'elles sont tellement rares que bientôt elles auront disparu. Les très utiles, c'est à multiplier, parce que c'est vraiment utile. Bon, les invasives, il vaut mieux les supprimer, parce que vraiment, aucun intérêt. Les trop communes, aucun intérêt, on s'en fout, on peut les cramer, les couper, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, lui, il classe finalement les espèces. Quelles sont les espèces à conserver, quelles sont les espèces à replanter, quelles sont les espèces à éradiquer. La forêt, elle pousse. Et il fait pareil avec les forêts. Donc les forêts, lui, il arrivait, il va dire, ben voilà, moi je considère que cette forêt est patrimoniale, je considère que cette forêt, ce milieu, pas milieu, est dégradé, je considère que cette forêt est secondaire, que cette forêt est sèche, que cette forêt est problématique, que cette forêt n'est pas vraiment de la forêt, alors je l'appelle paraforestier, que cette forêt est remplie d'envahissants, parce que vraiment, moi, je considère que moi, je ne suis pas un envahissant, et que la forêt, elle doit être exempte d'invasion. Donc, du coup, pareil, trop jeune, la forêt est d'intérêt mineur. Sans intérêt, parce qu'elle envahit trop pauvre, encore, on s'en fout, ces forêts qui sont trop pauvres. Riche, attention, là, celle-là, il faut la conserver, on va mettre vraiment une barrière autour, celle-là, elle est vraiment importante. La rare, on peut la conserver, mais finalement, elle est tellement rare que personne n'ira la voir. Et donc, du coup, pareil, l'homme, quelles sont les forêts à conserver, quelles sont les forêts utiles, quelles sont les forêts éradiquées, et donc, voilà, la forêt est. Et finalement, quel est le bilan de l'homme?
Donc, je vais vous le faire rapidement, mais vous le connaissez. Hein, donc, ça, c'est l'espèce invasive la plus dangereuse de la planète Terre. L'autre, c'est juste un poisson. Et donc, il détruit tout l'écosystème. Donc, ça, vous le savez, au point où aujourd'hui, l'empreinte de l'homme, c'est tout ce qui est en rouge. L'empreinte de l'homme sur la planète, c'est plus de 50%, 58% du territoire qui a été impacté par la présence de l'homme, donc impacté de manière assez élevée. Hein, il n'y a que celles-ci qui sont vraiment les verts foncés qui sont, elles, non touchées par l'homme. Donc l'homme touche partout. Et évidemment, vous connaissez aussi, on a 27 000 espèces animales et végétales qui disparaissent chaque année. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le Krakatoa, la disparition est un phénomène tout à fait naturel. On estime que 99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont disparu. Donc, c'est un phénomène qui est très naturel. Sauf que là, c'est un rythme qui n'est pas du tout naturel. Alors que là, on devrait normalement attendu d'avoir 5,4 espèces de plantes qui disparaissent tous les siècles. On en a finalement 270. Donc, finalement, ce rapport est 50 fois supérieur. On a un impact qui est beaucoup plus important sur la disparition. Et si on prend d'autres groupes comme les mammifères, on est à 550 fois plus que ce que la nature fait pour éliminer les mammifères. Donc, c'est vous montrer un peu le poids que l'on a. Mais en même temps, la sémantique est compliquée. Les forêts, les espèces qui disparaissent, on se croira un peu comme dans un film d'Harry Potter, hop, un coup de baguette magique, elles disparaissent comme ça. Comment les espèces disparaissent? C'est toujours des choses qui sont un peu bizarres et je trouve que cette sémantique, elle cache quelque chose d'assez malsain. En réalité, pour réaliser cet exploit, l'être humain tue 100 milliards d'êtres vivants chaque année. Ça parle un peu plus que de voir les espèces qui disparaissent. Dans ces 100 milliards d'êtres vivants que nous tuons chaque année, nous tuons 15 milliards d'arbres chaque année. Donc 3 millions en Nouvelle-Calédonie. 3 millions chaque année. Chacun d'entre vous, vous ne le savez pas, mais vous prenez une vache chaque année et vous allez tuer 10 arbres. Chaque année. Vous recommencez dès le 1er janvier pour tuer 10 arbres. Et chaque Calédonien, chaque année, tue à peu près 10 arbres. Et oui, je confirme tout à fait, parce qu'en seulement 20 ans, nous avons supprimé à peu près 55 000 hectares de forêt en Nouvelle-Calédonie, donc simplement depuis les années 2000. Hein. Et donc, du coup, ça fait à peu près 55 millions d'arbres qui ont été tués durant cette période-là. Et là, nous avons le prix de hotspot de biodiversité, parce que c'est ça le hotspot de biodiversité. Le hotspot de biodiversité, c'est un pays qui détient plus de 1500 espèces de plantes et qui a détruit plus de 70% du milieu naturel. Et nous avons le hotspot de biodiversité, nous avons la médaille, et parmi les médailles, nous sommes parmi quasiment les premiers. Donc on est vraiment sur le podium des meilleurs destructeurs d'espèces du monde entier. Il faut qu'on soit conscient de ça, et donc tueurs d'individus, hein, pas d'espèces, parce que l'espèce, ça ne veut rien dire. Donc on a 55 millions d'arbres qui ont été tués. Et doit-on poursuivre notre effort si on projette le même modèle, c'est-à-dire si on ne change rien, on fait exactement ce qui s'est passé entre 2000 et 2020, on estime qu'en 2050, on aura perdu quasiment 100 000 hectares de forêt, soit 12% de notre forêt, on aura tué 150 millions d'arbres en 2050. Et si on projette encore plus loin, en 2100, on aura atteint 300 millions d'arbres qui ont été tués en Nouvelle-Calédonie et 250 000 hectares de forêt qui ont été éradiqués. Vous voyez ici, sur la droite, toutes ces petites parties, j'ai zoomé dans le sud, par exemple, toutes ces zones rouges, là, c'est toute la forêt qui a disparu en 2100. Il ne reste plus que quelques petits morceaux de forêt verte, évidemment, il reste des zones. Mais même la zone du Montpellier, vous voyez, elle commence à être mangée latéralement. Et donc, ce grand massif aujourd'hui qu'on considère comme de la forêt vierge est en train aussi d'aller vers sa fragmentation, son morcellement et potentiellement sa disparition. Sur un temps assez court, hein, parce qu'évidemment, on a vu que sur 37 millions d'années, il n'y a pas largement de s'installer. Donc tout ça, ce n'est pas vraiment supportable. Et surtout, ça prouve que notre classification, notre planification, notre manière de gérer les espaces, les plantes importantes, celles qu'il faut protéger, celles qu'il faut éradiquer, les milieux qu'il faut protéger, ceux qu'il faut éradiquer, tout ce système qu'on a mis en place, c'est un véritable échec. Un échec qui se calcule sur tous les compteurs que vous voulez. Si vous êtes un businessman, vous allez regarder sur les dollars, et les dollars, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais on perd chaque année entre 2 et 5 trillions US dollars. Donc les trillions, c'est les millions de millions US dollars. Donc entre 2 et 5 millions de millions US dollars qui sont perdus chaque année à cause de la déforestation. Pour vous donner une petite idée, c'est plus que la crise financière mondiale de 2008 et c'est plus que la crise financière du Covid en 2020. Et ça, c'est chaque année.
qu'on perd. Donc, on n'a pas cette crise financière chaque année. Voilà ce qu'on perd en termes financiers. Alors, si on peut prendre un autre compteur, les gigatonnes de carbone émis dans l'atmosphère, voilà, 11 gigatonnes de carbone émis entre 90 d'équivalent de carbone, pardon, émis entre 90 et 2015 par la déforestation. On peut prendre aussi, si ça nous intéresse, la misère humaine, parce qu'il y a quand même 1,6 milliard de gens qui dépendent directement de la forêt. Donc, ça veut dire qu'évidemment, chaque année, avec cette déforestation, en plus de perdre des dollars, on perd des gens, et on perd en tout cas du bien-être des populations. Donc ce schéma-là devient au niveau international quelque chose qui n'est plus vraiment justifiable, on ne peut plus discuter, on ne peut plus contrôler, il n'y a aucun chiffre qui donne un argument pour continuer la déforestation. Et aujourd'hui, il est temps de prendre un virage, et il est important qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on s'en rende compte aussi, parce qu'on n'est pas juste sur un caillou, on est sur une planète, on est juste un morceau de cette planète. Donc, il y a une étude qui est sortie l'année dernière dans Science qui montre que si on plantait 1200 milliards d'arbres supplémentaires sur la planète, on compenserait à peu près 2/3 des émissions de gaz à effet de serre qu'on a émis dans l'atmosphère depuis le 19e siècle. Cette étude a été très critiquée, elle a changé, les gens débattent sur le chiffre. Est-ce que c'est 1200? Est-ce que c'est les 2/3 des 300 gigatonnes? Enfin, il y a débat là-dessus, mais par contre, cette question-là ne fait pas débat. C'est-à-dire que planter des arbres va permettre effectivement de rectifier nos erreurs et nos bêtises, on va dire, notamment parce qu'on se rend compte que notre climat est un peu détraqué et qu'aujourd'hui, on se dit, mince, la forêt, on ne l'a jamais considérée autre chose comme une ressource qui nous permet d'avancer, couper du bois ou comme un obstacle quand on veut tracer une piste. Mais finalement, là, on s'aperçoit que ça peut être un allié dans notre survie parce que finalement, les conditions vont commencer à être compliquées dès lors que la température va augmenter encore davantage. Et ça, c'est plus qu'un bilan. En fait, c'est juste basique de dire que c'est des trillions de dollars, des gigatonnes, mais c'est plus qu'un bilan. En fait, on s'aperçoit que l'élan de planter des arbres, l'élan d'aller faire des campagnes de replantation, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, quelque chose qui n'a beaucoup plus d'importance pour les gens que finalement le choisir un parti politique, d'avoir du pouvoir ou de gagner de l'argent. Quand on voit les gens qui s'engagent dans des projets de reforestation, c'est quelque chose de gigantesque, avec des records mondiaux. Je ne sais pas si vous voyez ça. L'Éthiopie, en 12 heures, a planté 350 millions d'arbres. C'est incroyable, c'est le record. Et donc, aujourd'hui, les pays se mettent des challenges pour essayer de se battre les uns des autres. Et je trouve ça extraordinaire. Au Sénégal, on en plante 1 million, 66 millions en Inde, 100 millions aux États-Unis, 20 millions au Kenya. Et je ne sais pas si vous voyez comme moi, c'est assez étonnant, c'est que la plupart de ce que l'on voit, ça se situe dans à part les États-Unis, ça se situe dans des pays qu'on considère, nous, en voie de développement, qui sont finalement un peu inférieurs, on va dire, dans le monde civilisé. En fait, ces pays trouvent vraiment des motivations absolues à reverdir leur forêt. L'Éthiopie, en 12 heures, c'est 69% de la population qui a été plantée des arbres. C'est incroyable. En 12 heures, je trouve ça hallucinant. C'est un projet qui passionne les peuples, plus que l'argent, la politique et le pouvoir. Mais c'est aussi quelque chose qui est plus fort qu'un bilan, c'est aussi un générateur de sourires. Quand j'ai fait cette planche, le titre, je ne l'avais pas, mais quand j'ai fait cette planche, je me suis aperçu que tous les gens avaient un sourire, en fait, quand ils ont une plante entre les mains, que ce soit, quelle que soit la religion, l'ethnie, la frontière, la couleur de peau, que ce soit en forêt tropicale, que ce soit en Calédonie, que ce soit au Soudan, n'importe où, les gens sont contents d'aller planter des plantes. Et donc, c'est quelque chose qui montre que finalement, on est quand même fortement en harmonie avec cette nature, que d'un autre côté, on détruit, mais je suis sûr que vous n'étiez pas au courant que vous détruisiez chacun 10 arbres chaque année. Et c'est peut-être ça, là où il y a un débat qu'il faut mettre en œuvre, parce que finalement, si je vous dis ça, je pense que vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas forcément être content de savoir que vous allez tuer encore 10 arbres en 2021. Et il y a peut-être manière de faire autrement. Et par exemple, la forêt s'accorde très bien avec l'homme. Je pense que vous tous trouvez que cette cabane est assez jolie dans les arbres. Vous tous trouvez que ce pont qui est mis en place depuis des générations en Inde, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui a fait ça. C'est plus vieux que la durée de vie d'un homme. Ça se transmet de père en fils. Il y a une personne qui est responsable de la maintenance de ce pont, qui est un ficus, qui est tout à fait vivant. Et donc, il faut l'entretenir, lui mettre ses racines du bon côté pour faire les barrières. Il y a même une version à 2 étages, avec des gens qui passent d'un côté et des gens qui passent dans l'autre. Donc, moi, j'adore ces villes avec les forêts, ces avenues, je trouve ça magnifique. Et donc, la forêt, elle s'accorde parfaitement avec la vie humaine. Et si on pousse encore le paroxysme plus loin, et qu'on met la forêt
les plantes avec l'artiste, ça fait des merveilles. Et là, cette organisation en ville de ce végétal qui est anodin au départ, qui sort d'un mur, et d'un artiste qui vient faire cette chose-là derrière, je trouve que ça montre que cette plante, elle a donné vraiment une motivation à cet artiste, et cet artiste donne une raison de vivre à cette plante. Cette harmonie entre les deux, c'est quelque chose de magique, que je trouve très beau, et je suis persuadé que l'ensemble des gens trouvent ça beau. L'esthétisme des plantes, c'est quelque chose qui va au-delà de l'architecture, au-delà d'un esthétisme extrêmement limité. Globalement, une fleur d'hibiscus, vous le montrez à le monde entier, tout le monde trouve ça joli. Ce n'est pas une histoire de culture, de religion, d'âge, c'est quelque chose d'universel. L'esthétisme végétal, c'est bien plus fort que l'esthétisme de toute architecture. Alors, tout ça, c'est lié, vous voyez, au fait que l'homme a un projet avec la forêt, avec les arbres. En réalité, on a souvent l'habitude de voir ce schéma-là, dans ce sens-là, avec en 2000 une belle forêt, et puis progressivement en 12 ans, le passage de l'homme, on se retrouve avec ce schéma-là. On est habitué à ce schéma-là, c'est quelque chose qui est classique. Mais en réalité, ça, c'est un projet qui se regarde dans l'autre sens. Qui se regarde, à partir de 2000, il n'y avait rien. Ce couple de Brésiliens, qui est, lui, photographe très connu au Brésil, ils ont décidé de faire un projet commun avec la nature, de construire leur bâtisse et de faire venir des plantes autour et d'essayer de voir s'ils peuvent vivre en harmonie. Et en fait, voilà, au bout de 2 millions d'arbres, c'est-à-dire en l'espace de à peu près 20 ans, globalement, ils ont réussi à recréer un nid à la fois pour les arbres et à la fois pour eux, vivre dans un environnement qui est agréable. C'est tout à fait possible. Et le projet de 20 ans, ça dure une petite partie de la vie. Donc on est là bien dans un système qui s'accorde avec la durée de vie, malgré que le végétal va vivre plus longtemps, probablement, que ce couple de Brésiliens. Cet élément de régénération au niveau mondial, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité. Ce papier, je vous sens vraiment quelque chose de très neuf, puisqu'il est sorti il y a 15 jours, le 14 octobre 2020. Ça montre au niveau de la planète entière toutes les zones de fort intérêt pour la reforestation. Les zones prioritaires. Les zones prioritaires en considérant préserver la biodiversité, atténuer les changements climatiques et minimiser les coûts. Évidemment, la Calédonie, vous la voyez là, elle est en rouge max. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 5 à 10% des terres émergées sur le monde prioritaires pour la reforestation. C'est quelque chose qui est peut-être le pendant de notre hotspot de biodiversité, puisque effectivement, si c'est prioritaire, c'est parce qu'on a beaucoup d'espèces et qu'elles sont très menacées. Et donc, du coup, notre priorité à nous maintenant, c'est peut-être d'essayer de lutter contre ce statut. Alors, planter un arbre, c'est très bien. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais ça ne fait pas une forêt. On ne fait pas une forêt en plantant des arbres, on peut en planter des milliards, ça ne fait pas une forêt. C'est la forêt qui accepte, c'est elle qui décide si notre plantation a le droit de transformer en forêt. C'est elle qui va envoyer des nouvelles graines, c'est elle qui va faire que cette forêt va commencer à rentrer dans un cycle avec une croissance, avec une mortalité, avec des jeunes. Une forêt, ce n'est pas différent d'une société. Il y a des jeunes, les forêts jeunes ne sont pas moins importantes que les forêts âgées. Imaginez si à Nouméa, on disait les seuls qui sont intéressants, c'est finalement les gens qui travaillent. Tous les jeunes, on s'en fout. Tous les vieux, on s'en fout. Quoi. Donc là, on est vraiment ça. La forêt, elle a besoin de toutes ces phases, c'est fondamental. Elle vit en Calédonie depuis 30 millions d'années, donc on peut dire qu'elle connaît faire. Comme on dit ici, elle a vraiment bien ses habitudes, elle sait bien s'adapter à la terre calédonienne. Elle a vécu des épisodes climatiques. Elle se régénère en permanence. Elle se régénère en permanence. C'est un terme scientifique. Pour dire permanence. Tout ça pour vous dire que là, ça fait une demi-heure que je parle, la forêt dans le monde a produit plus de graines qu'il y a d'habitants sur Terre. Donc on a là, en une demi-heure, c'est des milliards de graines qui ont été éjectées de toutes ces plantes et qui commencent à coloniser des terrains. Donc elle sait faire de la régénération, elle sait faire des pépinières, elle sait envoyer ses graines à l'autre bout du monde, il n'y a aucun doute. Elle fonctionne avec des espèces rares et des espèces communes. Elle ne fait pas la distinction. Elle a besoin de tout. C'est comme dans notre corps humain. Nous, notre corps humain, regardez les cellules. 85% de nos cellules sont des globules rouges. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont moins importantes que les cellules du cerveau ou les cellules de votre pied? Non, ce n'est pas l'abondance qui fait l'importance d'une plante ou d'une cellule. C'est le fonctionnement complet de ce méta-organisme qu'on pourrait appeler la forêt. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut voir comme un organisme vivant à une échelle qui est beaucoup plus grosse que celle de l'individu. Elle vit, donc elle est jeune, elle grandit, elle meurt, elle a des composants qui sont rares, des composants qui sont abondants, elle va
l'espace, elle est capable d'être, c'est une masse vivante, c'est comme une espèce de grande pâte à modeler qui pourrait coloniser en planète et qui va pouvoir la rétrécir dès que le climat devient plus sec. Et cette forêt, elle n'est pas rancunière, vous l'avez vu. Dès lors que nous, on a coupé, détruit, tué des millions d'individus, éradiqué des êtres vivants, elle revient, elle se réinstalle, elle refait des graines, et elle redonne du bois, et elle recontinue à faire son cycle. Donc peut-être que, comme ce couple de Brésiliens, on pourrait ici en Nouvelle-Calédonie essayer de bâtir un projet commun avec cette forêt, plutôt que d'essayer de la classer, la planifier et définir pour elle ce qui est bon pour elle. Alors, ça c'est juste une proposition personnelle, mais au même titre que nous accordons notre confiance aux entreprises minières pour exploiter toutes les ressources sur les concessions minières de 25 ans, des durées de vie de 25 ans des concessions minières, je vous rappelle quand même pour votre information que ça représente 13,5% de toute la superficie de la Nouvelle-Calédonie qui est sous l'emprise minière, et 47% de tout le substrat ultramafique qui est sous l'emprise minière. On pourrait aussi proposer à la forêt la même chose. On pourrait lui proposer des concessions pendant 25 ans, et la même chose qu'on propose aux mineurs, on lui demanderait d'optimiser l'exploitation des ressources. On lui donne un défi, est-ce qu'elle est capable? Elle pourrait utiliser toutes les techniques qu'elle dispose. Pareil que pour les mineurs, aller le plus loin possible pour exploiter le milieu. Et on va voir si elle peut s'en sortir sans nous. Juste en lui laissant un terrain. Regardez comme ça des terrains de 25 hectares. Et rien faire, le problème c'est que rien faire, c'est extrêmement compliqué pour l'humain. L'humain a tellement besoin de contrôler, de maîtriser, que s'il laisse une zone et ne fait rien, il va avoir l'impression qu'il est juste un passif, qu'il ferme les yeux et qu'il ne laisse pas, qu'il va laisser la forêt à l'abandon. Alors qu'en fait, il va laisser la forêt faire son travail, qui est totalement différent. Mais ne rien faire, c'est évidemment ne pas brûler, ne pas couper, ne pas abîmer, et c'est déjà énorme ne rien faire. Ne rien faire, c'est vraiment déjà un engagement citoyen, un engagement de nous tous. Mais ça veut dire absolument qu'il faut respecter notre compagnon si on a un projet commun. Et un des projets communs, ça pourrait avoir une volonté de supprimer notre statut honteux de hotspot de biodiversité, parce que je ne sais pas si vous voyez que c'est à l'échelle planétaire, on a des alarmes rouges qui clignotent sur la Nouvelle-Calédonie, parce que nous tous, Calédoniens, nous sommes responsables de 1% des espèces endémiques végétales du monde, et donc chaque espèce végétale qui meurt ici en Nouvelle-Calédonie, ça nous retombe sur notre responsabilité. Ce n'est pas la planète, c'est vraiment, même si la planète a des conséquences secondaires, en tout cas, on est détendeur de 1% de toutes les espèces endémiques du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tandis que, par exemple, aux mineurs, là, la Calédonie, on n'a que 4% de toute la Calédonie qui est réservée à la forêt, c'est-à-dire sous forme de réserve, de parc national. Donc, vous voyez, on a encore de la marge pour attraper ce que l'on confie aux entreprises minières. Eh ben, je vous remercie, mais d'abord, avant de vous remercier, moi je vais remercier énormément la forêt et les arbres, parce qu'ils m'ont accompagné dans ce projet pendant 30 ans. Avant, je faisais de l'écologie, il y a 30 ans, j'ai fait de l'écologie végétale, j'étais une espèce de marginal, limite un beatnik, qui n'avait aucun intérêt dans la société. Puis maintenant, on voit que progressivement, cette science, le végétal, commence à reprendre sa place. Donc, je remercie beaucoup l'arbre et la forêt de m'avoir apporté beaucoup de sérénité pendant toutes ces années. Et je vous remercie en espérant que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de cette fibre végétale qui fait qu'on n'est simplement pas différent. On est différent, mais on est quand même connectés ensemble. On partage une grande partie de notre ADN, une grande partie de l'histoire. On fonctionne à peu près avec les mêmes règles, même si on a l'impression d'être très différents, et on n'est certainement pas supérieur. Merci beaucoup. Non, pas lui. Oui, le micro. Vous n'avez pas un anti-micro? Oui, non, ça marche. D'abord, un grand merci Philippe, parce que tu allies et science, et pédagogie, et passion. D'avoir les trois dans une même présentation, c'est pas vu. Je pense qu'on a tous passé un merveilleux moment. Moi, j'avais une question, j'en aurais plein, mais il y en a une sur la publication
octobre, là, qui est sorti. Quels sont les critères qui nous ont mis dans le rouge? Alors en fait, on marque sur tous les critères. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est une zone à fort intérêt pour la biodiversité, à fort intérêt, le deuxième, je ne sais plus ce que c'était, pour atténuer le changement climatique, un fort intérêt pour le changement climatique. Donc on est dans les 5%, le top pour préserver la biodiversité, on est dans les 10% pour le changement climatique, avec un coût qui, lui, n'est pas compté dans les scores. Je te l'enverrai. Oui. Moi, je pensais à Le Prédour et je me disais, ben, on laisse Le Prédour et puis ça va revenir tout seul. Et en fait, il y a plein aussi, tu n'as pas parlé des cerfs, des lapins, des rats. Et à Le Prédour, en fait, on va arriver au niveau du bedrock si on laisse faire la nature. Donc, comment on va faire en Calédonie? Comment on va faire, quoi? Évidemment, mais les espèces invasives, elles sont de notre sort. Hein, donc, ce n'est pas elles qui sont arrivées. C'est pas, le cerf n'est pas né invasif. Il est arrivé dans un milieu, il devient invasif parce qu'il n'y a pas de prédateurs, parce qu'il est dans un milieu favorable. Comme toutes les plantes invasives qui rentrent ici, il n'y a aucune plante qui a un statut à l'origine invasif. Donc c'est quelque chose qui est plutôt lié au fait que nous, on a perturbé les milieux, qu'on a mis ces. Alors, pour le cerf, par exemple, c'est évident que sur la Calédonie, il a une action dans le sous-bois, il va manger des graines, il va supprimer les graines. Il y a des herbivores dans toutes les forêts du monde, donc il n'y a aucun souci, la forêt de Nouvelle-Calédonie va pouvoir réagir avec la pression du cerf. Alors, évidemment, il y a plein d'espèces qui vont disparaître, mais ça, c'est pas grave. La forêt va continuer. Moi, je parle de la forêt, je ne parle pas des espèces. La forêt va continuer. Alors, évidemment, quand on commence à arriver dans le cycle Prédour, on est arrivé dans un système qui est plus proche de la mine que celui de la forêt. On est dans un système tellement dégradé que là, aujourd'hui, le cerf, le rat, ça va aller jusqu'au bout si on ne fait rien. Mais évidemment, après, c'est eux qui vont subir le poids de l'absence de plantes. Et donc, probablement, les populations vont disparaître. Donc, une des solutions sur ces petites îles-là, c'est évidemment de faire une éradication totale de tous les animaux invasifs. Mais la forêt, encore une fois, c'est une question de temps. C'est-à-dire que si tu mets le curseur sur plus 1 million d'années, ces petits détails de ce petit rat qui court, c'est un détail pour la forêt. On va repartir comme si la Calédonie plongeait à 10 000 mètres sous la mer. Et oui. Oui, mais c'est quand même c'est notre décision. La déforestation, c'est une décision, c'est un mode de vie, ce n'est pas une fatalité. Justement, j'ai essayé de montrer qu'on est dans des milieux où la forestation est une fatalité. La plus loin forestation, ou la forestation en un seul mot, c'est-à-dire le fait que la forêt gagne, c'est obligatoire, c'est un chemin inéluctable. Et il faut lutter pour arriver à contrebalancer cette force de la forêt qui s'installe. Donc c'est évident que si on pousse le curseur très loin sur l'éradication, comme on le voit dans les systèmes miniers, c'est-à-dire d'aller gratter jusqu'au sol, c'est un peu, moi je donne toujours l'exemple, en fait, une mine ici en Calédonie, c'est un peu l'impact d'une explosion nucléaire. C'est-à-dire que vous avez dans un rayon, sauf que ce n'est pas durable, mais sur un rayon de plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres, vous avez l'éradication de toute forme de vie. Et donc avec une difficulté pour se réinstaller. Donc c'est un élément qui va prendre 4000 ans, on estime autour de 4000 ans pour que la forêt puisse commencer à se réinstaller sur ces secteurs où la roche a été mise à nu, parce qu'il faut faire venir des liquets, des algues bleues, la matière organique, et on doit faire ce stade-là, on ne peut pas arriver faire un trou dans le caillou, planter un arbre et faire une prière en espérant qu'il va pousser, ça ne marchera jamais. Bonjour. Vous avez lancé un peu ma question en parlant d'exploitation minière. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il n'y avait aucune contrainte et on connaît les dégâts qui ont été faits sur des mines comme Tour, etc. et j'en passe. Notamment le phénomène d'érosion, comme vous disiez, je suis assez d'accord avec vous, c'est un domaine que vous connaissez bien. Et si vous voulez, donc c'est vrai que ça fait penser, c'est une bonne image pour parler d'explosion nucléaire. Mais je vais vous poser une question plus concrète. Comment jugez-vous qualitativement, maintenant il y a un certain nombre de contraintes, notamment sur la revégétalisation de l'exploitation minière qui est imposée aux mines.
comment jugez-vous ce qui est demandé aux mines, qualitativement, l'impact ou finalement descendant? Quel est votre sentiment un petit peu sur ce qui est fait en matière de végétalisation? Alors, votre question est extrêmement complexe et elle est vraiment longue. C'est clair qu'en Calédonie, on a une histoire de la mine et non pas simplement des mines qui viennent s'installer récemment. Donc, on sait bien que ce qui s'est passé avant, c'était dans des systèmes, comme vous le dites, qui étaient très, très, très perturbateurs. Dans le sud de la Calédonie, on sait aussi que ce n'est pas la mine qui a détruit le sud de la Calédonie, c'est l'exploitation forestière. L'exploitation forestière, au début du XXe siècle, et en l'espace de 20 ans, à peu près, à partir des années 1870 et jusqu'à 1913 ou 14, l'administration pénitentiaire l'administration de Nouméa a commandé une exploitation massive du kauri, du chewing-gum, de toutes ces espèces qui étaient dans le sud de la Calédonie pour les vendre en Australie, pour les vendre en Nouvelle-Zélande, pour construire Nouméa. Et c'est en fait grâce à l'Australie, quelque part, que ça s'est arrêté, c'est que l'Australie a fait monter énormément le coût du bois calédonien parce que ça mettait en péril les scieries d'eucalyptus en Nouvelle-Calédonie. Du coup, ils ont mis tellement la barre très chère pour le bois calédonien que le bois calédonien est devenu pas rentable pour l'Australie et du coup, le marché a diminué. Et pour la mine, c'est un peu le même phénomène. Au départ, on s'en foutait quelque part, et puis progressivement, on a fait des nouvelles réglementations, notamment par rapport aux verses, notamment ne plus simplement brûler tout pour aller exploiter une petite zone. Quand on voit tout le sud, on voit toute l'exploitation qui a été faite. Je ne sais pas si vous avez regardé ça sur un GPS, on a l'impression d'une rue comme New York. Tous les 100 mètres, on a des pistes qui ont été créées pour faire des sondages au bout. Tout ça, c'est de la végétation qui a été éradiquée, coupée au bulldozer, brûlée pour des carottes qui font 5 cm de diamètre. Bon, sur des profondeurs énormes, mais c'est des carottes qui ont été mises. Donc, cette chose-là, maintenant, ça se produit plus en Nouvelle-Calédonie. Mais l'impact de la mine, elle dure très longtemps. Et quand je dis aux mineurs, aujourd'hui, quand vous passez un bulldozer, on a toujours l'impression que l'on passe le bulldozer et ça y est, on a retiré une partie de la forêt, hop, hop, c'est fini. Non, on a montré, on a fait un projet de recherche ici en Nouvelle-Calédonie qui a bien montré que l'impact d'un bulldozer sur la forêt se ressent pendant à peu près un siècle. Donc aujourd'hui, quand il y a un bulldozer qui passe, l'effet de l'éradication d'une partie de la forêt, il faut bien voir que ça fait rentrer de la lumière de manière latérale, il y a des vents importants qui vont rentrer, il y a un changement complet de la physionomie de la forêt, les grands arbres ne peuvent plus résister, je vous ai parlé de biomécanique, mais la biomécanique c'est aussi en lien avec le voisinage de la forêt. Si un grand arbre se retrouve au voisinage d'une zone qui a été ouverte, il va lutter, mais il va mourir. Inexorablement, il va mourir. Il faut attendre au moins un minimum une génération de temps pour qu'on puisse savoir vraiment la forêt qui va réagir à l'impact de cette mine. Donc on a un décalage énorme dans ces choses-là. Quant à la végétalisation, je pense que la végétalisation, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est que la responsabilité n'est pas portée sur la durée de l'exploitation forestière et pourquoi on n'aurait pas finalement, je ne suis pas très expert, hein, mais en tout cas une végétalisation pour laquelle on aura un contrat minimum de 25 ans ou 30 ans quant à la réussite de la végétalisation. La végétalisation ne peut pas se compter en nombre de plantes qui ont été plantées, en nombre de trous qui ont été faits et avec quelques photos pour satisfaire les gens qui ont financé la revégétalisation. On parle des fois de restauration écologique, mais moi je dis que s'il y a restauration écologique, c'est en millénaire qu'il faut compter. C'est-à-dire qu'on doit restaurer l'écologie. Ça veut dire que le mineur devrait être responsable à ce moment-là jusqu'à temps que la forêt elle prenne le travail. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on plante. Ça ne veut pas dire que la forêt va venir, mais si à un moment donné le milieu devient favorable, la forêt va s'y installer, les plantes vont grandir, vont mourir. Donc, pour moi, le côté un petit peu, on va dire, hypocrite dans ce schéma-là, c'est qu'on parle de restauration, de reforestation, lorsqu'on a mis des plantes qui font moins d'1 mètre dans le sol, on a fait des trous, on fait quelques photos et après on les oublie. Est-ce que vous voyez ici en Nouvelle-Calédonie des zones qui sont redevenues une forêt depuis qu'on plante? C'est-à-dire qu'il y a eu une dernière étude qui a eu fait 30 ans d'histoire de la revégétalisation et à ma connaissance, il n'y a pas d'endroit en Nouvelle-Calédonie où l'homme a été capable de recréer une forêt sur un sol minier. Donc, regardez le Mont d'Or. Le Mont d'Or, il a l'âge du Krakatau. 1883, Krakatau, je crois que c'est 1876, le Mont d'Or, ou un truc comme ça, l'exploitation. Regardez la différence sur le Mont d'Or. On a tellement gratté jusqu'au substrat que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il faudra attendre 3 à 4 000 ans pour que la forêt puisse se réinstaller. Et donc, là où je voudrais bien savoir un peu, pour plus d'informations, c'est combien on dépense d'argent pour
déforester 1 hectare dans un secteur minier pour creuser, pour aller chercher le nickel, donc en gros sur 1 hectare, et combien on redépense pour replanter des arbres sur cet hectare. J'aimerais bien connaître un peu le ratio entre les deux. Je ne pense pas qu'il soit très égalitaire. Merci beaucoup pour cet exposé, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien aimé le regard un petit peu nouveau sur tout ce qui était typologie, notamment la cartographie. Alors, ce qui m'interroge, c'est que là, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN, qui est quand même la grand-messe tous les 4 ou 5 ans de l'écologie mondiale. Il y a une motion qui est spécifiquement dédiée à l'établissement d'une typologie mondiale des écosystèmes, avec une obligation donc, pour les membres de l'UICN, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les grandes ONG, organismes scientifiques et énormément de pays, à établir cette cartographie des écosystèmes et cette typologie et établissement aussi d'une certaine hiérarchie au sein des espèces. Alors, je trouve ça un petit peu dommage qu'en 2020, l'UICN propose une motion comme ça. Est-ce que vous, en tant qu'organisation scientifique, vous pouvez proposer peut-être ce regard un petit peu nouveau qui va au-delà de faire des petites boîtes dans lesquelles on range ce qui est gentil, méchant, beau, utile? Moi, tout seul, non. Ça, c'est clair. Je n'ai pas du tout les épaules assez solides. En tout cas, je pense que la classification, elle a un intérêt peut-être comptable. C'est-à-dire d'être capable de compter combien on a de forêts sèches en Nouvelle-Calédonie. Moi-même, je l'utilise. On va sortir l'atlas des forêts de la province Nord, on fait des classes. Mais cet aspect comptable ne doit pas, normalement, nous faire cacher finalement le fonctionnement continuum de ce qui existe. Et par exemple, si je prends ici un exemple, la forêt sèche. La forêt sèche, elle est en danger. On n'a rien à dire là-dessus, c'est vrai. Il n'y a aucun doute, la forêt sèche est en danger. Mais la forêt sèche, elle est en danger, mais elle est devenue un compartiment à part de la gestion des forêts. On a un programme forêt sèche, un programme qui s'occupe que d'une délimitation d'une zone de forêt, sans se poser la question si cette forêt doit être connectée avec la forêt humide, avec la forêt littorale, avec la forêt ultramafique, avec toutes ces forêts pour lesquelles elle partage énormément de composants. Nous, on travaille beaucoup en forêt humide, et on voit bien qu'en forêt humide, on a des espèces de forêt sèche qui viennent aider la forêt humide lorsqu'il s'agit de recoloniser, parce que le milieu étant ouvert, par exemple dans une savane à Niaouli, on a des chaleurs énormes, et finalement, il vaut mieux avoir des espèces de forêt sèche qui vont faire regagner la forêt. Et donc, ce que je trouve ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est d'arriver à mettre des classes, parce que finalement, l'homme fonctionne comme ça, et puis c'est difficile de parler de continuum, et puis de se dire, tout est pareil. C'est compliqué, on a besoin d'avoir des classes, mais après, à garder le fil conducteur qu'on a une forêt. C'est pour ça que moi, en Nouvelle-Calédonie, j'essaie toujours de dire qu'on a une forêt. On n'a pas une forêt sèche, une forêt mouche, une forêt humide. On a une forêt qui traverse des milieux secs, qui traverse des milieux humides, qui va jusqu'à la mer et qui va jusqu'aux montagnes. Donc, est-ce que l'on peut faire changer ces avis-là? Je ne sais pas dans quel cadre. Parce que l'IUCN a quand même un atout assez important, c'est justement de pouvoir faire une comptabilité. Et la comptabilité que l'on a, par exemple, avec le RLA sur les espèces listes rouges ou menacées et autres, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour voir quelles sont les espèces qui sont en danger, mais ça n'a aucun sens en biologie. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas parce que l'espèce est rare qu'elle est plus importante qu'une espèce qui est commune. Si on retire tous les tamanous de Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de forêt, donc après les espèces rares vont disparaître. Donc, je pense qu'il faut arriver à ce que cet aspect comptable, qui est quand même marquant et important, parce que c'est comme ça qu'on sait que nous, on a le statut pas très glorieux de hotspot de la biodiversité, c'est parce qu'on a fait une comptabilité, et donc du coup, ça devrait nous transmettre ça comme un message en nous disant on veut lutter contre ça. Or, dans tout ce que j'entends en général en Calédonie, les gens sont plutôt fiers d'être un hotspot de biodiversité. Et cette logique-là me choque un peu, quoi. Donc, je pense que la comptabilité, c'est bien, mais quand on ne mélange pas la comptabilité avec la biologie, c'est plus compliqué que ce que nous, on peut mettre dans des petites cases.
Bonsoir. Monsieur Coulry. Ah, pardon. Il a une grande voix. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais je trouve qu'il y a une très belle progression. Et donc, moi, je suis arrivé ici en Nouvelle-Calédonie il y a 10 ans. On était vraiment, c'était très compliqué de faire comprendre, notamment en province sud, qu'on avait que la forêt matrimoniale, elle n'était pas comme il est. Ouais, c'est politiquement incorrect, on coupe le micro. Quand je regarde le code de l'environnement de la province sud, il est vraiment, comme exactement disait Anne-Claire, c'est-à-dire c'est cette notion où on a défini des classes très précises, et je me suis retrouvé moi-même à être convoqué sur le terrain pour négocier la limite de la forêt, et j'ai trouvé qu'on allait vers un système totalement ridicule. C'était vraiment ridicule, ça se jouait sur 2 mètres près, de savoir si on était en forêt ou si on n'était pas en forêt. Il fallait compter les strates, les hauteurs, les espèces, les familles, ça n'avait aucun sens. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, les gens, au niveau politique, ils ont commencé un peu plus à comprendre que la forêt est un élément dynamique et que ce que l'on appelait avant dans le sud, par exemple, le paraforestier ou le périforestier, que l'on pouvait allègrement, on va dire, passer au bulldozer à partir du moment où on conservait ces petits cœurs de forêt sur lesquels il y avait des chewing-gums et des kaoris, ce schéma-là, maintenant, a quand même bien changé. Donc, je dirais que les gens, les politiques ont cette vision un peu plus territoriale qui manque énormément en Calédonie. En Calédonie, il faudrait être en mesure. Ouh là là, c'est bizarre. J'espère que je ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Voilà. Victor, tu peux essayer d'éteindre le tien? Non, juste éteindre le tien. Ouais. Ah oui, peut-être parce qu'il y avait Arsène. Ouais. Après, on passe le micro, Victor. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en train de basculer dans un système où finalement on considère que l'espace est nécessaire pour la forêt et que c'est pas, on ne considère pas chaque petit patch de forêt comme des choses à protéger selon une qualification, mais on est de plus en plus dans le schéma de mettre en place des aires protégées. On voit dans le sud qu'on a créé la grande aire protégée de la côte oubliée. Alors, je rappelle toujours à la province sud que ce n'est pas parce qu'on a fait un trait vert sur une carte qu'on a une réserve de forêt, parce que évidemment, cette zone de la côte oubliée, c'est quand même 238 concessions minières. Si vous passez en bateau le long de la côte oubliée, c'est un des paysages les plus dramatiques de la Nouvelle-Calédonie. Elle n'a pas été oubliée par tout le monde du tout. Et donc, cette logique, en tout cas territoriale, commence à s'instaurer. La province Nord, elle se lance avec nous dans un projet à partir de l'année prochaine pour essayer de classer l'intégralité du territoire de la province Nord pour savoir quelles sont les zones d'intérêt pour la régénération, quelles sont les zones à conserver. Et la province Nord, en tout cas, elle a pris conscience aujourd'hui qu'un espace peut être décidé que ce soit un espace forestier, même si aujourd'hui il n'y a pas de forêt. Et décider que dans 30 ans, 40, 50 ans, ça sera de la forêt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à mettre maintenant dans la législation ces espaces-là en disant, ça, c'est des espaces forestiers. Ce n'est pas des espaces forestiers d'aujourd'hui. Vous pouvez regarder, c'est du sol nu, c'est des buissons, c'est du maquis. Mais nous, l'homme, l'humain, on a décidé que ce sera une forêt. Et donc, à partir de ce moment-là, on classe cet environnement en forêt. Et je pense que le jour où on arrivera à faire ça, on aura fait un énorme pas vers la réconciliation avec cette forêt, parce qu'on aura considéré non pas ce que l'on voit, mais ce qu'elle a besoin dans son futur. Donc, je suis plutôt positif, en espérant que tout ça, ce n'est pas un feu de paille ou ce n'est pas juste pour s'accorder avec les accords d'Aichi ou de finir sur la Convention sur la diversité biologique. J'espère que c'est un projet qui est vraiment inscrit sur le long terme et je pense vraiment qu'on est sur un bon chemin. J'espère que le Calédonien va arrêter progressivement de prendre sa hache chaque année pour aller couper ces 10 arbres. Et à mon avis, on est plutôt sur ce chemin-là.
Merci, bonsoir Philippe, et merci beaucoup pour cette superbe présentation. Et un petit peu en écho à ce qu'a dit Anne-Claire également, je voulais juste d'abord donner l'information. Effectivement, donc, l'USN Paris-en-Metz, elle a failli avoir lieu cette année, mais donc, on espère qu'elle aura lieu donc, sometime l'année prochaine. Et une des motions qui a été proposée sur un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la reconnaissance des droits de la nature. Donc ça vient en complément de ce que tu as dit à propos de la réglementation, de la législation qui doit bouger. Je pense que c'est une piste extrêmement prometteuse, je pense, pour accompagner. Moi, je suis heureux d'avoir un écologue à qui parler de ce genre de choses, parce qu'effectivement, avec les biologistes, c'est souvent la classification, des choses assez on va dire, nature, quoi. Donc, difficile de parler des relations de l'homme et de la nature, etc. Donc, les droits de la nature sont une piste prometteuse. On a monté ici, un projet sur la reconnaissance de l'océan Pacifique comme un sujet de droit, comme une entité, avec une vision holistique de la chose. C'est l'idée d'une biodiversité sans frontières. En France, on sait faire les médecins, les journalistes, les reporters, etc. Donc, on s'est dit, allons-y pour la biodiversité sans frontières, et donc appliquer un petit peu à l'Amazonie. L'Amazonie connaît un certain nombre de problèmes que tout le monde connaît, et effectivement, c'est cette manque de vision holistique de l'Amazonie. Pour moi, l'Amazonie, c'est une forêt, comme tu as dit. Ce n'est pas la forêt au Suriname, ce n'est pas la forêt en Guyane française, ce n'est pas la forêt au Brésil, où chacun y va. Donc, selon ta nationalité, tu vas être traité différemment. Et ça, il faut que la nature, elle retrouve son identité à elle, sa nationalité à elle, et que quand tu parlais tout à l'heure de donner 25 ans à la forêt, et donc c'est un peu cette idée de contrat naturel. Quand tu parles d'un contrat entre l'humain et la nature, c'est bien que tu reconnais la nature comme une personne juridique. On pourra en discuter, j'espère, dans les couloirs de l'IRA. Merci beaucoup, tout à fait. Moi, je pense qu'il faudrait même aller plus loin et créer un tribunal pénal international contre la biodiversité. Parce que là, on aurait, à ce moment-là, même s'il n'a aucune valeur juridique, ne cesse simplement de faire des procès et de condamner finalement au prorata de ce qui a été éradiqué, je pense que ça ferait réfléchir pas mal de pays et pas mal d'acteurs. Oui, deuxième question. Tu montrais tout à l'heure un scénario d'évolution, de régression des forêts calédoniennes, 2050-2100, avec mémoire en 2100, plus de 30% de perte de forêt aux surfaces initiales actuelles. Est-ce que dans ce modèle, tu prends en compte l'évolution climatique et particulièrement le dessèchement du climat et la très probable arrivée de feux gigantesques, on n'a pas encore, en tout cas, très rarement en Calédonie, et qui peuvent vraiment accélérer le recul climatique forestier d'altitude qui est aujourd'hui protégée par l'humidité résiduelle en saison sèche. Ah non, je dirais même que ça, c'est la vision la plus optimiste de ce que l'on peut avoir en Nouvelle-Calédonie en 2100. Ça se base sur un scénario de ce qui s'est passé entre 2000 et 2020. Donc, ça inclut tout, hein, les feux, les déforestations, les coupes, les machins. On a regardé à peu près chaque pixel de forêt qui a disparu, quelles étaient ses caractéristiques par rapport à l'environnement, son environnement, le paysage, la distance aux routes, la distance au massif forestier, sa proximité à la lisière forestière. C'est toute cette organisation-là. Et on a fait tourner le scénario en le projetant sur les années suivantes. Donc, c'est à taux constant de 3 millions d'arbres, de 10 individus, chacun à taux constant de 10 individus d'arbres par an, pour chaque Calédonien. Et donc, ça, c'est une projection qui est optimiste. Parce que, évidemment, tout ce qui va être enclenché, alors ce que l'on voit, en tout cas très nettement dans notre modèle, ça, c'est assez étonnant, c'est que, évidemment, les pixels qui sont les zones de forêt qui sont le plus proches de la lisière ont 7 fois plus de chances de disparaître que ceux qui sont plus à l'intérieur de la forêt. Donc aujourd'hui, on peut prédire, avec une corrélation qui est exceptionnellement bonne, quelle est l'évolution de la déforestation dans chacune des communes, simplement en analysant leur fragmentation actuelle. L'état de la fragmentation actuelle, donc, la manière dont la forêt elle a été morcelée, coupée en plein de petits morceaux,
est un témoin assez propre de ce qui va se passer en 2100, mais avec des corrélations qu'on a été obligé de recalculer au moins 3-4 fois, tellement elles étaient très bonnes. Et donc, avec des analyses qui ont été faites différemment. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la principale cause, le principal moteur de la déforestation future est lié à la fragmentation. Cette fragmentation va permettre évidemment à tous les engins de repasser, au feu d'arriver. Le feu n'arrive jamais au milieu de la forêt, il arrive souvent par les bords. Le cerf, qu'on parlait tout à l'heure, il va rentrer par ces milieux-là. Et donc, tout ce grignotage progressivement va entraîner finalement une accélération du phénomène qui n'est pas du tout pris en compte dans ce modèle. Malheureusement. Merci pour cette présentation qui n'était pas du tout anthropocentrée, c'est vraiment très rare. Pour autant, finalement, la notion même de hotspot de biodiversité est directement reliée à cette habitude qu'a l'humain de classifier, puisqu'on a classifié, on a dit que les espèces dans les hotspots de biodiversité étaient extrêmement rares, et ça, c'est vraiment issu de notre processus de classification. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus important et qu'on doit concentrer nos efforts pour sauvegarder la vie lorsqu'elle est diversifiée, plutôt que de